Alors bonjour, aujourd'hui on va expliquer le comportement du paramètre B des fonctions réelles. Si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage fortement à aller jeter un petit coup d'œil sur ma capsule vidéo que j'ai préalablement enregistrée sur le paramètre H, parce que les paramètres B et H se ressemblent étrangement, ou en fait ils ont des points communs qui sont assez importants. Qu'est-ce que nous avons dit au sujet du paramètre H principalement? Souvenez-vous, on avait dit que c'était un paramètre qui était relatif à la fonction de base. Alors, on avait même surligné l'écriture x moins h dans une fonction nous indique où se situe la fonction de base par rapport à la fonction transformée. Donc, c'est un paramètre qui nous renseigne sur la position de la fonction de base, ce qui est un petit peu contre-intuitif. On avait examiner le comportement du paramètre h dans une fonction quadratique transformée, qui était celle-ci, la fonction g, qui était le carré de x moins 3, et on l'avait comparé à la fonction de base. Et on avait compris ou démystifié le fait que quand on écrivait x moins 3, comme ça ici, dans mon carré, ok, ça veut dire que la fonction de base est située 3 unités d'abscisse derrière la fonction g, qui est la fonction transformée. Alors, c'est pour ça que la fonction g, qui est transformée, est plutôt positionnée à droite, et la fonction de base va être à gauche. Donc, le paramètre h nous indique toujours où retrouver la fonction de base dans le graphique. Okay? C'était ce qu'on avait expliqué. Donc, je vais mettre le lien vers la capsule vidéo du paramètre h en description, ou en commentaire plutôt, de cette vidéo-ci, où je vais plutôt parler du paramètre b. Alors, le paramètre b, il est un peu cochon, car il n'apparaissait que dans la partie entière et non pas dans la fonction quadratique, parce que vous avez possiblement expliqué avec votre enseignant l'année passée que les propriétés algébriques en lien avec la fonction quadratique nous permettaient de simplifier le coefficient b et même de le faire disparaître complètement. Ça ne sera pas toujours possible de le faire. Penser à la fonction partie entière, c'était pas possible, et ça ne sera pas toujours possible parce qu'on va en étudier d'autres fonctions où ça ne sera pas simplifiable. Alors, en effet, le modèle canonique était f de x égale a fois partie entière de b fois x moins h plus k. Alors, nous, notre paramètre b, il est ici, okay, et c'est le coefficient de la variable indépendante. Alors, nous, on va aller expliquer le comportement de ce coefficient-là à la variable indépendante. Je ne l'expliquerai pas comme je l'ai fait pour les paramètres précédents avec des tables de valeurs ou un diagramme sagittal. Je vais plutôt sauter dans le vif du sujet avec GeoGebra et on va le voir de façon plus dynamique. Et on va, dans le fond, comprendre qu'il joue un petit peu la même chose que le paramètre h. Alors, je m'en vais ici dans GeoGebra où je prends à témoin deux fonctions qui sont de la nature racine carrée. Alors, j'ai une fonction racine carrée de base qui est celle-ci, en vert, en pointillé. Dans mes fonctions à gauche, ben, c'est celle qui est en haut. Okay? Donc, on voit bien qu'il n'y a aucun paramètre. Et j'ai même donné 2 points. J'ai placé le point C, dont les coordonnées sont 4, 2, qui appartient à la fonction de base, effectivement. La racine carrée de 4, ça fait bien 2. Alors, j'ai un point là. Et j'ai un point que j'ai appelé A, dont les coordonnées sont 9, 3, toujours sur la fonction de base. La racine de 9, ça fait bien 3. On aurait pu en placer d'autres. On aurait pu placer 1, 1. On aurait pu placer plus loin 16, 4. Mais bon, je me suis contenté de 2 points. Je ne veux pas non plus alourdir le truc. Et j'ai une fonction transformée, qui est une fonction racine carrée également, celle qui est en rouge ici. Et on voit que dans la règle, il y a un coefficient devant la variable indépendante. Et ce coefficient-là, ben, c'est notre fameux paramètre b, dont je vais changer les valeurs grâce à ce petit bouton glissoire qui est ici. Donc, là, présentement, la valeur b vaut 2, mais je vais la modifier. Et quels sont les points qui vont m'intéresser sur la fonction transformée? Ben, ce sont les points a' et c', qui sont dans le fond l'équivalent de a et c de la fonction de base. Donc, les points a et c vont être transformés et vont donner les points a' et c'. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit tantôt que le paramètre b se comportait un petit peu comme le paramètre h, et c'est vrai. C'est un paramètre qui est relatif à la fonction de base. Mais cette fois-ci, ce n'est pas, comment je pourrais dire, il n'est pas relatif de façon additive, il est relatif de façon
multiplicative. Donc, c'est le même type de raisonnement, mais là, on va penser de façon multiplicative. Qu'est-ce que nous dit le coefficient B? Il nous dit où se trouve la fonction de base dans le graphique, mais de façon multiplicative. Ici, la fonction de base serait 2 fois plus loin en abscisse que la fonction G. Alors, autrement dit, le coefficient B, il a pris l'abscisse du point A, qui est 9, il l'a divisé par 2, et ça m'a donné l'abscisse 4.5 pour la même image, pour l'image de 3. Okay? Effectivement, la fonction de base est 2 fois plus loin dans le graphique en termes d'abscisse. Le point C a subi la même chose. Le point C, ses coordonnées sont 4, 2. Alors, on prend l'abscisse du point C, qui est 4, je la divise par la valeur du paramètre B, et ça me donne l'abscisse 2. Alors, le point équivalent dans la fonction transformée est à 2, 2. Alors, encore une fois, le paramètre B nous dit où se trouve la fonction de base dans le graphique, c'est-à-dire elle est 2 fois plus loin en abscisse. Donc, toutes les abscisses ont été divisées par 2 pour créer la nouvelle fonction. Et si on allait examiner peut-être d'autres points que je n'ai pas clairement identifiés, comme par exemple le point de la fonction de base 1, 1, qui est ici au bout de mon curseur, ben son abscisse a aussi été divisée par 2 pour donner un point à 1,5, 1. Et ainsi de suite. On pourrait faire varier la valeur du coefficient B. Mettons si je me donnais un B qui valait 3. Okay, alors je vais revenir un petit peu à mon truc initial. Alors si je prenais un B qui valait 3, ben là, toutes les abscisses des couples de la fonction de base ont été divisées par 3. Donc le point A, son abscisse a été divisé par 3. Je suis maintenant rendu à 3, 3. Le point C, bon, 4, ça se divise pas très bien par 3, ça donne 4 tiers, mais 4 tiers, c'est 1,33 là, périodique. Il est bien là. Okay. Et même que si j'allais, mettons, au point 1, 1 de la fonction de base, ben, sa nouvelle abscisse serait 1 tiers, 1, qui serait ici. Donc, entre 0.2 et 0.4. Là, bon, la graduation n'est pas géniale pour ça ici, mais ça a été aussi divisé par 3. Et ainsi de suite. Alors, maintenant, je vois que la fonction de base, là, je suis ici du côté gauche, la fonction de base est située 3 fois plus loin en abscisse dans le graphique par rapport à ma fonction transformée. Alors, le coefficient B divise les abscisses des couples de la fonction de base. Et si on donnait des valeurs d'abscisse, ou des valeurs pour le coefficient B qui étaient des valeurs fractionnaires, comme par exemple, on pourrait même donner des valeurs un peu folles, comme admettons 0,1. Qu'est-ce que ça veut dire 0,1? Ben, tu divises chacune des abscisses par 0,1. Donc, ça correspond à les multiplier par 10 finalement. Alors, le point qui est à 4,2 dans ma fonction de base, le point C, ben là, regardez pas en dessous, là, il va être carrément beaucoup plus à droite parce que je divise son abscisse par 0,1. Donc, ça serait rendu à 42. Et effectivement, si je regarde là, dans mes points ici, le point C' qui lui correspond est à 42. On pourrait aller dans le graphique vérifier que le point C' est bien à 42. Oui, il est bien là. Et finalement, même chose pour le point A'. Si je prends le point A et que je divise son abscisse par 0,1, excusez-moi, ben, le nouveau point sera à 90,3 et effectivement, le point A' est à 90,3. Alors là, bon, je pourrais changer l'échelle ici pour y aller plus rapidement. Ben oui, le point A' est à 90,3. OK, il faut noter que les ordonnées ne changent pas. C'est un paramètre qui ne modifie que les abscisses des couples de la fonction de base sans affecter l'ordonnée des couples. Okay? Alors, on a l'impression que la fonction de base est au-dessus de la fonction transformée ou ce genre de choses-là, mais c'est pas à la verticale qu'il faut regarder, c'est vraiment à l'horizontale. Alors, je vais retourner à une échelle un peu plus normale. Et qu'est-ce qui se passe quand le coefficient B est négatif? Ben, quand le coefficient B est négatif, dans le fond, on va diviser les abscisses des couples de la fonction de base par des valeurs négatives, donc les abscisses vont changer de signe.
le mettre ici. Alors, ça va faire en sorte que la courbe va subir, qu'est-ce que je fais là? La courbe va subir une symétrie selon l'axe des ordonnées pour que les abscisses changent de signe. Et si, par exemple, je mettais un b qui valait 0,5 ou moins 1,5, ben, tous les points qui appartiennent à la fonction de base vont voir leur abscisse être divisée par moins 1,5. Donc, si tu prends l'abscisse 4 et que tu la divises par moins 1,5, ben, ça fait moins 8. Et donc, le point C', il est à l'abscisse moins 8, avec la même ordonnée. Et le point A, son abscisse, si je la divise par moins 0,5, ça fait moins 18. Et effectivement, le point A', il est à moins 18. Okay? Concrètement, là, si je suis toujours dans une perspective relative à la fonction de base, ben dans le fond, là c'est peut-être un petit peu moins facile à le verbaliser, mais ça voudrait dire que dans le fond, la fonction de base serait comme à la moitié du... c'est un peu bizarre à dire, là. Serait comme 2 fois plus proche dans le graphique, mais de l'autre côté de l'axe des ordonnées, d'où le moins. Okay? Alors là, ça devient un petit peu moins facile à verbaliser, mais ce qu'on retient, c'est que dans le fond, tu divises les abscisses des couples de la fonction de base par la valeur du coefficient B. Et si le coefficient B est négatif, ben la courbe va subir une symétrie selon l'axe des ordonnées, parce que les abscisses vont changer de signe. Alors voilà, donc effectivement, les effets d'étirement et de symétrie s'appliquent de façon cumulative ou successive, du moins ça se combine. Alors si par exemple j'avais un coefficient B qui valait moins 3, ben, tu prends les abscisses, dans le fond, tu les divises par moins 3, ce qui va avoir l'effet de compresser la courbe à l'horizontale et de lui appliquer une symétrie. Donc les effets de symétrie et d'étirement se combinent. Alors voilà, donc c'est ce qu'on pourrait noter ici dans notre cahier. On est à la page 9. Alors, dans la règle, le paramètre B est le coefficient de la variable indépendante. Qu'est-ce que j'écris là? Je ne sais pas ce que je vais écrire. Je suis fou. Alors, c'est le coefficient de la variable indépendante. Dans le graphique, il agit en divisant les abscisses de tous les couples de la fonction de base par sa valeur. Si le coefficient B est un nombre négatif, la courbe subira une symétrie selon l'axe des ordonnées. Si le coefficient B est un nombre supérieur à 1 en valeur absolue, la courbe subira un écrasement horizontal. Et si au contraire, le coefficient B est une fraction inférieure à 1 en valeur absolue, la courbe subira un étirement horizontal. Et finalement, et ultimement, si un point P dont les coordonnées sont xp, yp, et qui est un point qui appartient à une fonction de base, ben, on a dit que dans le graphique, le nouveau point allait avoir une abscisse qui allait être divisée par B. Alors, le point xp sur B, yp, va appartenir à la fonction transformée par le coefficient B. Alors voilà, j'espère que cette petite capsule vous a aidé à démystifier ce paramètre qui est un peu contre-intuitif, comme le paramètre H. Alors, je vous remercie. Bonne fin de journée.